Salut les amis, nous revoilà aujourd'hui pour parler de la suite de la passe miroir, donc la mémoire de Babel, qui n'est pas la mienne puisque je ne m'en rappelais plus. Ça fait au moins 3 fois que je regarde ce titre et que je m'en souviens plus 5 minutes après. Faut croire que j'ai des petits points communs avec les immortels. Malheureusement, je doute de mon immortalité. Donc toujours de Christelle Dabos, et donc c'était le tome 3. J'avais beaucoup aimé le 1, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action. J'avais adoré le 2 en me disant que il y avait beaucoup d'action, beaucoup de suspense, et que tout ce qui manquait dans le 1 avait été corrigé dans le 2. Qu'en est-il du 3 ? Est-il encore mieux ? Est-il pareil ? Est-il moins bien ? Alors en résumé, on avait laissé Ophélie sur la disparition de Thorn, qui avait utilisé son pouvoir à elle de passe-miroir pour se barrer de la prison. Donc on avait appris qui était Dieu, et on sait que Dieu dit que Ophélie a libéré un autre qui serait responsable de la future destruction du monde. Donc pour lui, Dieu, ce qu'il fait est justifié. Bon, Dieu, il a quand même arraché les pages de mémoire des immortels, et c'est de leur faute s'ils sont amnésiques. Enfin, c'est de sa faute s'ils sont amnésiques. Et puis, il a tué pas mal de gens, donc ce qu'il fait paraît tout à fait discutable. Mais lui, il dit que c'est pour sauver le monde, et que si il fait pas ce qu'il faut, l'autre que Ophélie a libéré va le détruire. Et donc, au début du tome 3, en fait, on est 2 ans plus tard. Donc, la fille de Bérénild a grandi. Elle parle pas, elle est assez particulière. On va très vite apprendre qu'elle a le pouvoir de faire des voyages astraux. Ça n'a jamais été nommé, mais concrètement, ça ressemble à ça. Donc elle sort de son corps, et donc sa mère se dit « Tiens, elle est bizarre quand même, elle est vachement apathique, elle parle pas, etc. » Mais bon, nous, on sait que du coup, dans sa tête, elle est quand même intelligente, et elle est très active, et elle sort de son corps. Ouais, Galen, je t'avais pas donné un os ou quelque chose déjà ? Parce que là, t'es encore en train de faire du bruit avec ton jouet, et je me dis, je t'avais pas donné un truc à mâchouiller déjà ? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu veux me donner un truc, vas-y, fais-le. Même si j'étais sûre que ça te rendait silencieuse, je le ferais, mais là, hier je l'ai fait, puis ça t'a pas calmé pour autant. Oh, je ne peux pas. Je suis par terre, effondrée. Je t'apprécie, mais il va falloir me laisser parler comme d'habitude, Galen. Ah, il faut que je fasse attention de ne pas mettre des coups de clavier dans ma table. Donc voilà, pendant ces 2 ans, Ophélie est revenue à Anima, mais elle est dépressive, elle n'a pas réussi à reprendre son musée. De toute façon, son musée, on l'a vidé de tout ce qui faisait son intérêt, donc elle préfère ne pas voir ça, parce que pour elle, c'est un massacre. Donc elle est juste en train de bader, de se faire chier, d'avoir goût à rien, etc. Thorn lui manque, on ne sait pas du tout ce que Thorn est devenu pendant ces 2 ans. La tante Bérénild, on sait que sa fille a grandi, etc. Mais on sait qu'eux non plus l'ont pas vu. Et donc justement, au début du livre, il y a, je pense que ça je peux vous le dire, c'est pas trop un spoil, il y a Archibald qui va venir chercher Ophélie qui était en train de dépérir sur Anima, qui va la ramener... Parce qu'en fait, Archibald, il s'est découvert un pouvoir d'architecte, donc de gens qui peuvent contrôler l'espace, et donc il arrive à faire des passages qui relient des lieux éloignés, et en passant par des Roses des Vents et compagnie, il a pu aller de chez Bérénild à chez Ophélie. Donc il pourrait la ramener là-bas, mais elle veut pas aller là-bas, elle veut essayer de retrouver Thorn. Sachant que Archibald, lui, il veut retrouver Arcantère, la ville d'origine des architectes, parce que le passage qui reliait l'Arche du Nord à Arcantère a été fermé à la mort de Hildegarde. Donc lui, il veut aller là-bas, en partie parce que c'est le seul endroit que Dieu n'a pas trouvé, et que ça lui dit pas trop de rester dans un endroit... où Dieu a déjà tous les pouvoirs, et il a bien envie aussi d'être opposé à Dieu, donc on sait pas s'il va là-bas juste pour se planquer ou pour fonder une résistance. En tous les cas, il va là-bas parce qu'il a envie d'être hors de la juridiction de Dieu, et il est donc aidé de Renard et Gaël. Donc voilà où sont à peu près les persos en début d'histoire, et donc Ophélie va partir sur l'arche de Babel parce qu'elle a une piste qui lui fait penser que Thorn est peut-être parti là-bas, et donc ce bouquin va se trouver dans une nouvelle arche, d'où le titre, La mémoire de Babel. On va recommencer à explorer un nouvel environnement, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux persos, tout ça. L'histoire, voilà, je vous dis, il y a vraiment un côté... il y avait moins ça au tome précédent, parce qu'on avait déjà découvert l'Arche du Nord dans le tome 1, donc dans le tome précédent, je trouvais qu'on avait vraiment pu aller à fond dans l'exploitation de ce qui était déjà là, et ça permettait d'être plus complet, plus complexe, etc. Là, le fait qu'on reparte à zéro, moi, ça m'a plu qu'à moitié, parce qu'à la fois, c'est vrai qu'on nous fait sentir que le monde est vaste et on a envie de le visiter, mais en même temps, du coup, ça nous oblige à être un peu plus superficiel, parce que si on commence à passer un bouquin par arche, on peut pas rentrer autant dans le détail que si on y restait plus longtemps. Et puis c'est peut-être l'Arche de Babel qui m'a moins plu, c'est possible aussi. En tout cas, le fait de repartir à zéro, nous expliquer une nouvelle arche, ça m'a un peu découragée. Rapidement, en fait, Ophélie va se dire qu'elle veut aller dans un bâtiment précis... Parce que, attends, elle a une carte postale, je crois. C'est difficile de se concentrer quand on a un chien qui nous montre son jouet avec un air légèrement désappointé, l'air de dire je comprends pas pourquoi tu parles sans jouer. Ça sert à rien de parler, joue plutôt. Non, je ne suis pas disponible.
Chaque fois que je lui dis non, elle tourne la tête, genre je ne veux pas entendre ça. Donc elle a une carte postale qui lui montre le mémorial, un endroit où il y a des vieux livres qui sont rangés, donc elle veut aller là-bas, mais rapidement elle comprend que n'importe qui n'a pas le droit d'y aller, que à Babel c'est très codifié. Apparemment la carte postale, si elle est importante, c'est par rapport à une statue décapitée. Je me souviens de la statue décapitée, qu'on nous dit justement qu'ils doivent plus en parler parce que c'est un rapport avec la guerre, et tout ce qui a un rapport avec la guerre, on doit plus en parler sur Babel. Mais je me souviens plus comment ça se fait qu'elle a tiqué directement sur la statue décapitée. De toute façon, dans ce tome, Ophélie, elle va tilter très souvent sur des choses. On sait pas d'où ça vient, et on apprendra à la fin que c'est justement parce qu'elle a une espèce de mémoire ancienne qui se réveille. Alors vous allez me dire oui, c'est un spoil, mais je préfère le dire tout de suite parce que dès le début, on a plein de moments comme ça où elle tique sur des choses et on comprend pas pourquoi. Et je trouve ça assez déconcertant parce que justement, ce que j'aimais beaucoup au début, c'est le fait qu'on pouvait énormément s'identifier à Ophélie. Le fait qu'elle connaisse pas justement le monde dans lequel elle était. C'était vraiment une chose qui faisait que c'était facile de rentrer dedans et tout. Et là, le fait qu'elle ait plein d'intuitions, de moments où elle tilte sur des choses, alors que nous, enfin moi en tout cas, je comprenais pas ce que ça avait de spécial, ça a dû contribuer à ce que je sois moins passionnée, ou que j'accroche moins, ou que je trouve ça moins foufou, même sur les révélations et tout ça. Bon, j'ai bien aimé quand même les révélations finales et tout, hein. Je dis pas que j'ai pas aimé ce livre, mais comparé au précédent, voilà, moi j'ai beaucoup moins eu d'émotions. Là donc je suis en train de relire un moment où Ophélie elle a des flashbacks où elle sait que c'est le passé de Dieu qu'elle voit, elle comprend pas pourquoi. Donc on le sait assez rapidement finalement que ces flashbacks c'est du passé de Dieu, mais on sait vraiment pas pourquoi elle est connectée avec. Donc Ophélie va vouloir s'inscrire pour devenir avant-coureuse au mémorial, pour avoir accès aux archives et pour essayer de revoir Thorne, parce qu'elle pense que lui aussi il a pu s'inscrire là-bas. En gros, tout ce qu'elle fait c'est pour essayer de revoir Thorne, et puis aussi pour essayer de comprendre ces flashbacks qui lui viennent de Dieu. Mais honnêtement, j'ai tellement l'impression d'avoir pas trop compris pourquoi elle faisait tel ou tel choix. Enfin, j'avais l'impression qu'elle se laissait guider par ses intuitions. Du coup, j'ai quand même un peu de mal à voir la nécessité de ce qu'elle fait et tout. Donc ça m'est difficile de l'expliquer. Et c'est peut-être en partie pour ça que j'ai moins aimé. Je le découvre en même temps en live avec vous, que je me rends compte quand j'ai du mal à en parler, que je me dis ah oui quand même c'était aussi confus que ça dans mon esprit. Clairement ça a pas dû aider quoi. Du coup, comme Ophélie va devoir faire partie des avant-coureurs, donc il faut qu'elle passe des examens pour y entrer. Après elle devient apprentie, et pour être validée entre guillemets, il faut qu'elle passe d'autres 3 semaines d'examens ou de tests ou de trucs où tout le monde va se mettre à la maltraiter, à lui faire des épreuves, etc. Donc on va avoir le truc classique de la nouvelle dans une école où elle est pas la bienvenue et où tout le monde la met en victime, etc. Donc ça fait un début très classique, mais j'aurais vraiment plus vu ça dans un tome 1 que dans un tome 3. Ça nous aide à voir Ophélie beaucoup plus comme quelqu'un d'actif, parce que moi je me plaignais que dans le tome 1 elle faisait rien. Bah là elle en prend plein la gueule, à chaque fois elle se relève, elle se dit non je vais pas me laisser faire, je vais continuer. Et il y a plein de situations où on pense que presque n'importe qui aurait pu abandonner et se dire non mais c'est bon là j'ai pris super cher, je suis là sur une intuition, je suis pas du tout sûre de revoir Thorne et tout, je me casse quoi. Et en fait elle continue, bon après c'est peut-être un peu l'énergie du désespoir, et du coup on la voit beaucoup plus comme un personnage fort, mais ça fait assez bizarre vraiment de voir ça dans un tome 3, sachant qu'on l'a vue en enquêtrice plutôt stylée dans le tome 2. Je trouve qu'on a quand même un peu une impression de retour en arrière, on la regarde se faire humilier, traiter comme la dernière des merdes, alors que elle était plutôt traitée comme une noble, etc. dans les tomes précédents. Alors oui, ça fait preuve entre guillemets de courage, mais il y a quand même un côté gros retour en arrière que j'ai trouvé un peu perturbant. Et autant j'aurais sûrement beaucoup aimé ça pour un tome 1, autant je vous dis ça sur un tome 3, je suis un peu mitigée. Surtout je pense que le fait qu'elle se fait guider par que des intuitions, peut-être que par la suite on comprendra qu'est-ce qu'il a relié à Dieu et tout, et peut-être que ça m'aidera plus, mais pour l'instant ça, ces espèces de flashbacks qui lui viennent de Dieu et tout, ça me laisse assez perplexe, donc j'ai un peu du mal à accrocher à ça. Le concept c'est vraiment d'explorer une nouvelle arche, et puis d'explorer toujours Ophélie, justement là on va voir jusqu'où elle est prête à aller. Bon, maintenant qu'elle sait qu'elle aime Thorne, après voilà, là d'un côté ça m'aide à m'identifier, mais je sais pas si c'est vraiment une qualité. Après c'est peut-être un hasard on va dire, mais elle aime Thorne une fois qu'il est plus là. Bon, quand il était là, elle arrêtait pas de penser du mal de lui. Donc voilà, là elle se dit qu'elle est prête à tout pour le retrouver, et c'est particulier on va dire. Après moi je suis la mieux placée on va dire pour comprendre ça. Du coup on explore un peu la profondeur de son amour, mais qui est basée quasiment que sur la frustration, j'ai l'impression. Parce que quand elle pense à Thorne, elle pense quasiment que il est pas là, elle pense pas des trucs de ouf sur lui. Voilà, donc on va voir jusqu'où elle est prête à aller, sa détermination, sa volonté. On nous l'avait présentée comme une fille toujours malade, pas sportive et tout, là elle va être obligée de faire du sport, elle avait du mal à se concentrer, elle avait du mal à être douée, etc. Là elle va étudier des bouquins pendant des heures qui ont l'air super barbants, etc.
Donc oui, elle va pousser à fond, puis surtout se faire humilier par plein de gens et garder la tête droite et rien dire. Bon, ça, elle avait déjà un peu pris l'habitude dans le Nord, hein, donc ça va, elle avait un peu d'expérience. Mais bon, du coup, explorer la force d'Ophélie, oui, on le fait. Explorer une nouvelle arche, son fonctionnement, qui est vachement... c'est un monde très hiérarchisé, extrêmement basé sur la compétition. Alors il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'il y a de la censure, il y a des mots qui sont bannis, des objets, des livres et tout ça qui sont censurés. On nous a dit que Babel c'était le truc idéal que Dieu voulait reproduire sur toutes les autres arches. Donc on comprend que c'est un peu une dystopie et qu'il va falloir éviter que le reste du monde tombe comme ça. C'est peut-être aussi ça qui a contribué à ce que j'aime moins ce monde et que du coup ça m'a moins fait rêver, etc. Donc j'ai moins pris de plaisir. J'ai bien aimé ce qu'on nous a expliqué sur le fait qu'il y a des passages, la gravité change et d'un seul coup on se met à marcher sur les murs et on voit les gens qui ont la tête en bas, pas loin de nous, etc. Ça j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé sympa la description du mémorial où il y a le globe qui flotte en l'air et que le fait qu'il y ait deux côtés à chaque fois symétriques parce que ça représente les jumeaux Pollux et Hélène, etc. Ça c'était vachement bien. À côté de ça, je vous dis le côté censure, le côté compétition assez malsain qu'on nous fait sentir où tout le monde se déteste, c'est un truc que j'ai déjà vu dans plein de livres et ça m'a pas paru très intéressant ou très original par rapport à ce qu'on avait vu avant. Je trouve que justement au niveau concept, ce qu'on nous a rajouté n'est pas très passionnant. En plus on avait vraiment, enfin j'y reviendrai mais on était pas mal teasé sur le fait d'avoir des révélations sur Dieu et tout ça, et ben ça traîne un peu tout le bouquin, et à la fin on nous dit un peu oui bah peut-être plus tard. Donc ça aussi ça contribue je pense à ce que ce livre, je dis ouais ça va mais il est pas ouf. Déroulement de l'intrigue, bah on a vraiment le côté progression d'un héros comme un truc, une quête initiatique ou quelque chose comme ça, parce que comme je vous dis, il y a des grades dans le mémorial. Il faut être apprenti, après ils ont leurs ailes sur leurs bottes, etc. Et voilà, il faut qu'ils gagnent leurs ailes. Après, une fois qu'ils ont leurs ailes, pour avoir le grade de virtuose, et ben, il faut encore qu'ils réussissent une autre étape, etc. Donc on voit qu'Ophélie elle se donne du mal et qu'elle essaye de passer les échelons parce qu'elle se dit peut-être que je vais retrouver Thorn à force de monter dans la hiérarchie. Ça me paraît quand même un peu abstrait. Oui, je vous dis, ça fait un côté qu'on a déjà vu 1000 fois mais avec des justifications où j'ai du mal à rentrer dedans et à y croire. Parce que trouver Thorn, ok, elle avait un pressentiment mais vraiment trouver Thorn là juste sur un pressentiment, je sais pas. Peut-être que c'est parce qu'on n'en a pas aussi suffisamment parlé, hein. Je sais pas, du fait que Thorn lui manquait, de comment elle pensait à lui, tout ça. J'ai pas réussi à vraiment le ressentir ou à vraiment avoir de l'empathie pour ça et tout. J'avais vraiment l'impression que c'était un peu un prétexte. C'est dommage. Donc déroulement de l'intrigue, je dirais ouais qu'on est dans un truc très classique où ses profs la maltraite, ses condisciples la maltraitent, tout le monde la maltraite et elle a confiance en personne et on lui fait des coups de pute dans tous les sens et voilà, on est dans une atmosphère où il faut se méfier de tout le monde, il faut essayer de monter en grade, etc. Et elle qui est d'une nature plutôt douce et plutôt à aimer les gens, on sent qu'elle a du mal à s'y faire et qu'elle aime même les gens qui la martyrisent. Ça c'est toujours ce que j'apprécie chez elle et qui fait que quand même j'ai bien aimé ce point-là précisément. Le fait que même envers des gens qui lui font des sales coups et tout, elle a toujours tendance à les aimer et à être malheureuse quand eux aussi il leur arrive des sales trucs, etc. Alors qu'elle se dit je devrais les détester mais elle n'y arrive pas. Donc ça c'est son côté cool, mais je vous dis les choses qui se passent, les intrigues et tout, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois et donc le voir là, ça me déplaît pas mais j'aurais préféré ça comme introduction que dans le tome 3. La fin j'y reviendrai. Les personnages, alors on a quand même pas mal de nouveaux. On a Ambroise qui est un enfant en fauteuil roulant, enfin un ado en fauteuil roulant qui a les bras et les jambes inversées. J'ai trouvé le concept très cool. Comme handicap, c'est pas mal. Du coup, c'est le premier habitant de Babel avec qui Ophélie va sympathiser, elle va aller chez lui, etc. Au début, lui, il est très sympa, il va l'aider. Après, il lui donne plus de nouvelles et on sait pas pourquoi. Lui, c'est vraiment un gamin qui est sympa et justement, on va vraiment se demander pourquoi il donne plus de nouvelles et tout, parce qu'il avait l'air tellement... de s'ennuyer et d'être assez innocent, naturel et tout le contraire de ce que sont la plupart des gens de cette arche. Donc on peut vraiment s'inquiéter de pourquoi il a plus donné de nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Après on va avoir tous les gens qui sont dans le mémorial, tous les apprentis qui sont en compétition avec Ophélie. Alors il y a sa supérieure à qui elle doit rendre des comptes qui s'appelle Elisabeth. C'est la fille qui est concentrée sur l'intérêt général, l'intérêt de sa ville en particulier, enfin de son arche.
Donc du coup elle a pas de problème avec Ophélie du moment que, enfin vu qu'elle est pas au courant des véritables projets d'Ophélie, elle a aucun problème avec elle et elle lui dit qu'elle pense qu'elle peut réussir, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très neutre, donc qui peut dire des choses très violentes et qui a un humour assez horrible aussi, où elle dit des choses très méchantes ou qui font très peur et après elle fait je plaisante mais ça fait pas trop rire en fait. Et donc elle quand elle fait des compliments, c'est des compliments qui touchent vraiment parce qu'on sait qu'elle est sévère en général. Après, il y a un enfant, un ado aussi, comme Ophélie, mais je sais pas pourquoi je le visualisais vraiment plus comme un enfant, genre de 12 ans ou quoi, alors qu'Ophélie, elle a plus l'air d'avoir 15 ans par là. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est moi qui me fais des fausses idées de leurs âges ou quoi. En tout cas, qui s'appelle Octavio et qui est le fils donc de la prof un peu principale des apprentis, et du coup on peut supposer qu'il est un peu favorisé, et il y a plein d'élèves qui essayent de lui faire de la lèche parce qu'ils ont envie d'être dans les petits papiers de la prof, et lui il arrête pas de regarder Ophélie d'un air suspicieux, donc elle se dit ouais il m'espionne, il me déteste, et à un moment il lui fait une remarque justement genre ouais je suis sûre que t'es pas ce que tu prétends être et tout, et donc elle se sent super mal, elle se dit mince je suis grillée et tout ça, donc lui on sent que c'est le gars qui est particulièrement droit, et elle lui dit ouais de toute façon toi t'es un chouchou, t'es favorisé, t'es pistonné quoi. Et lui, il lui dit je te prouverai que je suis quelqu'un de bien. Donc lui, ça va être le gars comme ça qui va vouloir prouver qu'il est quelqu'un de bien et qu'il est droit et tout. Alors qu'en réalité, sa mère et toutes les institutions dont il fait partie, elles sont vachement corrompues. Mais lui, il le sait pas. C'est un peu une sorte de sous-à-coup, j'allais dire, sauf qu'il est pas conscient qu'il est dans un truc corrompu. Il est pas là pour essayer de l'améliorer. Lui, il en est pas conscient. Il est en mode j'y crois, je fais ça pour le bien, etc. Et puis il va avoir des petites décisions par la suite. Donc c'est un perso assez sympa. Y a Mediana qui est une fille qui peut voir le passé des gens en les touchant, et tous ses cousins et frères et compagnie de sa famille qui sont tous les devins, qui eux voient le futur. Donc eux ils parlent tous à chaque fois comme une seule personne, et ils disent par exemple oui désolé pour la baffe que tu vas prendre ou un truc comme ça, et genre Ophélie elle comprend pas de quoi ils parlent, et finalement il y a quelque chose qui va les pousser sur elle ou la pousser sur eux ou quoi, qui vont faire qu'ils vont se frapper ou genre désolé pour ta chute dans les escaliers, et pouf après il y a un truc qui va lui passer dans les jambes et elle va tomber dans les escaliers, enfin ce genre de truc. Donc en gros ils annoncent les éléments futurs qui vont pas tarder à se produire, et ça marche quasiment à tous les coups. Et donc eux ils suivent Mediana qui elle voit le passé, et donc qui aimerait bien toucher Ophélie. Évidemment Ophélie va vouloir éviter que ça se produise parce que elle veut pas qu'on apprenne ses petits secrets, puisque là elle est là sous un faux nom avec des faux papiers, etc. Vu que elle et Thorn sont toujours recherchés par l'Arche du Nord, etc., enfin par les sbires de Dieu. Et on sait que les sbires de Dieu, il y en a à Babel qui sont sous le label Lux, parce que voilà, il y a un espèce de soleil sur l'uniforme de certaines personnes, sur des bâtiments, etc. En tout cas, on sait que c'est Lux qui finance quasiment toute la ville, que c'est les lords de Lux qui dirigent un peu tout dans l'ombre, etc. Et on comprend que c'est les laquais de Dieu, qui sont dirigés par des mecs tout en doré dont je me souviens plus le nom. Lady Septima, la mère de Octavio, elle est au service de ces mecs-là, donc Ophélie elle va devoir essayer de ne pas se faire remarquer par ces mecs-là. Ah oui, je parlais de Mediana donc qui va vouloir toucher Ophélie, mais Ophélie va essayer de l'esquiver. Mediana qui est en fait une espèce de peste qui oblige tout le monde à lui obéir au doigt et à l'œil, en les faisant chanter, en connaissant des secrets sur eux grâce à son pouvoir. Donc c'est très bien trouvé et horrible à la fois. J'ai bien aimé ce personnage et son principe. Donc voilà, des nouveaux persos, il y en a quand même pas mal, vu qu'on est carrément dans un nouvel univers et tout. On revoit Lazarus qu'on avait croisé avant, qui est le père du coup de Ambroise. Donc des nouveaux persos, il y en a plein, ils sont cool. J'ai pas du tout vu de choses inférieures à avant à ce niveau-là. Oui, puis on a aussi, j'ai oublié de vous le dire, on a aussi des chapitres en point de vue de la fille de Berenild, qui s'appelle donc Victoire, comme on l'avait appris à la fin du tome précédent, donc Ophélie lui a choisi. Et donc des chapitres en point de vue de Victoire qui, comme je vous le disais, fait des voyages astraux, sort de son corps, qui a peur de son père, et au début on sait pas trop ce qu'on fout de son point de vue. Ça nous permet juste de revoir Bérénice et Archibald et puis la tante d'Ophélie qui est allée là-bas. Mais rapidement on va se rendre compte qu'il y a Dieu qui traîne dans le coin, et que Victoire détecte sa présence, parce que quand elle est en voyage astral, elle voit des ombres autour du corps de Dieu. Parce que comme Dieu il prend l'apparence de n'importe qui, les gens pensent que c'est la personne en question. Victoire se rend compte que c'est pas le cas, mais elle peut pas le dire puisqu'elle sait pas parler. Donc elle se met à dessiner des pages toutes noires avec des tourbillons noirs, etc. parce qu'elle a peur de Dieu. Bon, après elle sait pas que c'est Dieu, mais elle sait que c'est quelqu'un qui fait peur. Et donc on se peut se demander est-ce que Dieu va se rendre compte que Victoire l'a grillé, est-ce qu'il va lui faire quelque chose ou pas. Parce que bon, on voit carrément Dieu tuer quelqu'un par le point de vue de Victoire. Donc clairement pour une petite fille de 2 ans,
Elle a de quoi être un peu traumatisée. Il y a une certaine tension, je l'avoue, du point de vue de Victoire, sur savoir qu'est-ce que Dieu va faire, etc. L'apparence, c'est toujours bien décrit. Comme je vous disais, là, les chefs de luxe, là, en tout doré, on nous les a pas mal décrits. Le fait que luxe, c'est un emblème avec un soleil, etc. Globalement, on nous a beaucoup décrit comment étaient habillés les gens, parce que comme c'est une société qui est très codifiée, que les sans-pouvoirs sont habillés en blanc et que les autres sont habillés en fonction de leur pouvoir, de leur grade, etc. On sait que justement, ils avaient des ailes sur leurs bottes quand ils étaient devenus virtuoses, ou apprentis virtuoses. Ils n'étaient pas encore devenus virtuoses à part entière. On a beaucoup de détails vestimentaires comme ça. Après, sur le physique des gens, il n'y a pas des choses de fou qui m'ont marqué, à part, je vous disais, sur Ambroise. Même Lazarus, on nous en parle avec ses cheveux argentés qui font un peu une cascade qui est de plus en plus en bordel quand il s'enthousiasme, etc. Ah oui, puis j'ai oublié de vous parler de Blasius, un mec qui croit qu'il a la poisse et... Ouais, il croit qu'il porte la poisse aux gens. Alors bon, il est peut-être juste super maladroit, un peu comme Ophélie. Bon, après, il y a des moments où on peut réellement se demander s'il a la poisse, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui lui tombent dessus. Mais il y a certaines choses où, en fait, on se rend compte que c'est pas de sa faute. Donc Ophélie va le rassurer, du coup, il va bien s'attacher à elle. Et ça va être un perso sympa de ce livre. Personnalité, j'ai vraiment bien aimé les persos dont je vous ai parlé, hein, Mediana, Octavio, tout ça, je les ai trouvés cool. Même si on les croise que vite fait, ils sont bien campés, on comprend vite qui c'est, on peut vite les trouver attachants, etc. Donc, ouais, les personnalités, elles sont toujours bien faites. C'est pas le problème, en tout cas. Évolution, alors est-ce que Ophélie a encore évolué ? Franchement, à part comprendre qu'elle avait vraiment envie de revoir Thorne et qu'elle l'aimait vraiment et tout ça, j'ai pas l'impression qu'elle ait évolué de ouf. Bon, elle va peut-être savoir qu'elle est plus déterminée, puis peut-être qu'elle a fait du power-up dans le sens où elle a fait beaucoup de sport, elle a lu plein de livres, etc. Donc elle a probablement plus de capacités qu'avant. J'ai pas l'impression qu'il y en ait quand même tant que ça non plus. Il y en a aussi dans le côté, justement, elle va essayer de comprendre d'où sont venues ces visions, ces espèces de souvenirs où elle était Dieu. Elle va essayer de percer un peu le mystère de ça, et ça va avancer un peu, ce truc-là. Mais pas assez peut-être à mon goût, je dirais. Donc évolution, moyen. L'univers et les créatures, on explore une nouvelle arche, donc forcément il y a un nouvel univers. Comme je vous disais, le concept de marché, de la gravité qui change, où on a des espèces de tubes verticaux qui sont des couloirs, etc. Je trouve ça vachement stylé. Si on pouvait le représenter visuellement et tout, ça serait cool. Mais bon, à part ça, il n'y a pas des choses si folles que ça, comparé à tout ce qu'on nous avait décrit dans l'Arche du Nord et puis dans l'Arche d'Anima très rapidement, avec tous les objets qui bougent tout seuls et tout. D'ailleurs, j'ai bien aimé au début quand les gens promènent leurs horloges en se souhaitant joyeuse toquante et tout. Donc j'accroche vraiment plus, je pense, à l'univers, l'Arche d'Anima et l'Arche du Nord aussi. Babel, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai trouvé ça vachement plus quelconque que les autres. Il y a des trucs cool. Bon après, oui, les pouvoirs, j'ai pas trop parlé des pouvoirs des gens de Babel, c'est d'avoir des sens boostés. Donc il y en a où, ça peut être n'importe lequel des 5 sens. Il y en a qui ont un odorat de dingue, il y en a qui ont une vue de dingue. Octavio, par exemple, il a une super vue. Blasius, il a un super odorat. Une femme qui s'appelle Silence au début, qui a une super ouïe. Bon, il va très vite lui arriver quelque chose, donc on la connaît pas plus que ça, mais bon. Je crois pas qu'on ait vu de gens avec un super toucher, ni avec un super goût, mais en tout cas, il doit sûrement y en avoir aussi. Je sais pas s'il y a plus que 5 sens qui sont boostés dans cette arche. Parce qu'on sait que c'est aussi une arche très cosmopolite où il y a des gens de partout. Dans tous les persos qu'on a vus, il n'y en avait pas tant que ça qui avaient l'air d'être originaires de Babel. Et puis on sait que c'est aussi une arche où il y a beaucoup de sans-pouvoirs qui peuvent quand même avoir accès à des fonctions plus élevées, contrairement au Nord où ils étaient tous des esclaves un peu. Moi j'ai trouvé que c'était moins génial qu'avant. C'est sympa mais sans plus. Logique et cohésion, j'ai pas vu de problème, mais comme je vous ai dit, ce qui m'embête c'est vraiment que voilà, pour l'instant on sait toujours pas vraiment pourquoi Ophélie elle a ces flashbacks qui lui viennent de Dieu. Peut-être qu'on le saura un jour et quand on le saura je me dirai ok. Pour l'instant ça me contrarie un peu parce que le fait de progresser par intuition, c'est moins intéressant que de progresser par déduction, je trouve, parce qu'on peut pas accompagner le personnage, réfléchir en parallèle, être content quand il a les mêmes idées que nous et tout. Donc moi, ça m'a un peu pris la tête. Après, c'est pas une faute de logique, mais c'est un parti pris, on va dire, qui, moi, me plaît beaucoup moins. Mystère et découverte, il y en a, là aussi, il y en a moins, parce que il y a moins de suspense, on va dire, monter en grade à chaque fois
dans le mémorial. Ça donne peut-être accès à des nouveaux endroits et tout, mais les endroits, ils ont pas l'air si foufou que ça, c'est juste pour lire des livres. Bon, on a envie de trouver le livre avec la révélation sur qu'est-ce qui permet de devenir un dieu, qu'est-ce qui permet d'être l'égal de Dieu, je crois que c'est ça la formulation exacte. Comparé à avant, on avait beaucoup moins de choses agréables disséminées tout le long. Là, on avait vraiment un truc après lequel on courait, bon, deux, parce qu'il y avait les révélations sur Dieu et puis Thorn. On a envie, en fait, on est content de voir Ophélie essayer de se dépasser et on a de l'empathie pour elle parce qu'elle souffre. On a envie aussi d'en savoir plus sur les espèces de révolutionnaires qui sont guidés par le sans peur et presque sans reproche. C'est vrai que j'ai oublié de parler de lui. Ça, c'est un personnage qui est assez cool. Moi, en tout cas, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur lui et à un moment, ça va un peu arriver. Je sais pas, j'ai trouvé que comparé à avant, il y avait quand même moins le côté émerveillement, etc. Après, c'est peut-être l'ambiance aussi qui veut qu'il y ait un côté blasé. Mais bon, j'ai moins eu mon quota de mystère et découverte. L'écriture, bon, elle est toujours aussi bonne, hein, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Peut-être que j'ai trouvé moins de côté aussi poétique ou des phrases vraiment bien trouvées et tout, mais c'était, par exemple, le point de vue de Victoire, c'était à la fois mignon, c'est rigolo parce que, par exemple, justement, elle sait pas nommer les gens, elle connaît pas leur nom, donc à chaque fois elle les nomme par des périphrases pour dire à quoi ils ressemblent. Par exemple, Renard, c'est le monsieur tout roux, ou des trucs comme ça. Gaëlle, c'est la fille aux yeux bizarres, ou un truc comme ça. Et du coup, on comprend quand même de qui ça parle, mais c'est pas mal trouvé. Et globalement, j'ai vraiment bien aimé, du coup, les chapitres en point de vue de Victoire. Mais le point de vue d'Ophélie, j'ai pas trouvé que ça amenait quelque chose de nouveau. Après, c'était toujours aussi bien, mais voilà, rien de spécialement emballant. Poésie et contemplation, du coup, je trouve qu'il y en avait moins, vraiment. Parce que je pense que l'Arche de Babel se prête pas du tout à ça en fait. Donc c'est peut-être volontaire, mais c'est un peu triste parce que c'est ce que l'auteur faisait de mieux. Et là, il y en a pas vraiment. Suspense et action, par contre, il y en a autant que dans le 2. C'est pour ça que j'ai un peu hésité. Je me suis demandé si... Sur le coup, je me disais, il est moins bien. Et j'avais du mal à me rendre compte de pourquoi je pensais ça. Et je me sentais un peu mal à l'aise parce que je me disais, mais pourtant, il y a beaucoup d'action. Mais en fait, c'est les autres choses qui ont un peu diminué en qualité, enfin... En tout cas, le plaisir qu'ils m'ont donné était inférieur. Mais au niveau action, il y en a. Parce que comme je vous dis, Ophélie, elle se donne vraiment à fond pour essayer de monter en grade. Elle prend des coups dans tous les sens. Tout le monde est contre elle, à part Blasius. Mais sinon, elle a pas d'amis. Tout le monde lui fait des crasses, etc. Et elle essaye toujours de se relever, de rien dire. Elle prend cher et elle est en mode ok. Et elle se relève et elle continue. Franchement, balèze. Et là, du coup, on la voit vraiment plus du tout comme quelqu'un de passif. On la voit vraiment comme un personnage fort, et ça c'était agréable. Et puis il y a plein de scènes d'action un peu tout le long du bouquin, il y en a pas... Enfin c'est pas vraiment comme le premier où on la voit juste se balader. Là il y a des moments avec de la violence et tout, donc voilà. Mais moi j'ai trouvé ça moins bien amené, ou moins bien... Enfin je vous ai dit, hein, voilà, il y a plein de choses qui m'ont semblé moins bien à côté, donc l'action n'a pas compensé, même si un petit peu sûrement, hein. Peut-être j'aurais pu trouver ça encore moins bien s'il n'y avait pas eu d'action, oui c'est même sûr. Mais en tout cas, voilà. L'action, ça c'est un point plutôt positif. Les dialogues, ils sont toujours bien, hein. Franchement, j'ai aucun problème avec les dialogues. Ah oui, un truc, il y a pas mal de gens qui mettent des mots anglais dans leurs phrases, et il y a aussi justement Mediana, et en particulier Mediana et ses frères, etc. Eux, ils mettent des mots italiens dans leurs phrases. Vu que Lazarus et Ambroise, ils mettent des mots anglais, et que leurs mots... Enfin, eux, ils ont l'air d'être originaires de cette arche-là, j'imagine que Babel a un rapport avec l'Angleterre. Moi, j'ai pas vraiment compris lequel, mais sûrement qu'il y en a un. Et que du coup, ceux qui peuvent voir l'avenir ou le passé, là, ils doivent avoir un rapport avec l'Italie. C'était sympa comme petite touche, le fait d'avoir des mots comme ça. Ça empêchait jamais qu'on comprenne le sens général de la phrase, et ça faisait une petite touche personnalisée qui faisait qu'on comprenait... le perso. En plus, Mediana et sa famille, qui fonctionnent comme un espèce de tout, qui sont là en train d'essayer de faire des menaces avec leurs prédictions du futur, etc. Puis elle qui les dirige avec son côté faussement gentil, avec ses sourires et tout, où en fait elle fait chanter tout le monde. Ça fait très mafia. Donc le côté italien, ça renforçait le côté un peu caricatural, mais caricatural rigolo. Donc c'était pas pour moi méprisant ou désagréable ou quoi que ce soit. Le fait des fois d'être caricatural quand c'est assumé, je trouve que ça peut être sympa et c'est pas forcément négatif quoi. Donc là j'ai bien aimé ce truc là. Crédibilité et réalisme du coup oui. Originalité côté marquant, je dirais peut-être pas jusque là mais quand même peut-être un petit peu.
Bah vraiment, je vous dis, les devins là qui disent genre ah désolé pour le coup que tu vas prendre, ou ah désolé pour la chute dans les escaliers, ou des trucs comme ça, alors que c'est pas encore arrivé, où tu sens que t'as la montée d'angoisse, où tu te dis oh putain. Au début tu te dis de quoi ils parlent, puis après quand tu commences à comprendre leur fonctionnement, tu te dis oh merde, il y a encore un truc qui va me tomber sur le coin de la gueule. Et même quand ils commencent à dire tu vas pas bouger, tu vas te laisser faire, etc. Et que ça ressemble plus à une prédiction qu'à une menace, c'est très flippant, et c'est à la fois un truc ouais qu'on peut très bien se représenter et tout. Ouais, j'ai trouvé ça vachement stylé. Donc ouais, il y a certainement une originalité, un côté marquant là-dessus, en particulier, ouais. En note globale, du coup, j'ai remis 7, je suis redescendue d'un point, et comme je vous dis, j'ai énormément hésité. Je me suis dit, oui, il y a autant d'actions, t'arrives pas à dire pourquoi c'est moins bien, alors peut-être que tu devrais remettre 8. J'ai vraiment réfléchi, et je me suis quand même bien rendu compte que j'avais moins aimé, quoi. On va y revenir quand je vais parler de la fin, je pense que ça y aura certainement joué aussi, le fait que tout le long, on nous tease sur des trucs, et qu'à la fin on n'a pas vraiment les réponses. Ça je peux tout de suite vous le dire parce que c'est tellement frustrant, je pense qu'il vaut mieux le savoir avant. Donc ça doit aussi jouer, et puis comme je vous dis, j'ai moins accroché à Babel qu'aux univers d'avant, j'ai eu du mal à retenir les noms des endroits, des grades, tout ça, enfin ça m'a beaucoup moins parlé que ce qu'il y avait dans les arches précédentes. Après c'est peut-être normal parce que c'est un côté plus des administratifs et compagnie, c'est moins agréable, c'est moins beau et tout. C'était peut-être voulu, mais je sais pas. Moi, j'aimais vraiment le côté conte, le côté enfantin, etc. de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et du coup, le fait qu'on en sorte pour rentrer dans un truc un peu dystopie, mais dystopie douce, dystopie légère, dystopie où il n'y a rien vraiment de choquant, c'est juste un peu une caricature d'administration. Et voilà, j'ai pas trouvé ça super passionnant. Là, je vous parle des concepts. Hein. Comme je vous dis, Ophélie, elle fait plein de choses. Et ce qui se passe, ce qui arrive au niveau action, est extrêmement passionnant. C'est pour ça que je suis pas descendue en dessous de 7. Mais l'univers m'a tellement moins plu, et c'était tellement pour moi l'originalité et la principale qualité de l'œuvre, je trouve que celui-ci est en dessous. Donc j'espère que ça reviendra dans le suivant, j'espère qu'on aura des révélations de Ouf Guedin sur Dieu et sur l'autre, parce que voilà, elles se seront faites attendre, et qu'on aura un truc un peu paroxystique, parce que là, j'ai vraiment l'impression de voir un truc qui retombe un peu. Alors que le 2 c'était vraiment une montée auquel je m'attendais même pas, à quel point c'était devenu cool. Là, je trouve que ça redescend doucement. J'espère vraiment pas que ça va continuer à descendre, et je vous tiendrai au courant de ce que je pense de la suite. Sur ce, je vais spoiler. Déjà, je vous disais, j'aime bien le sans peur et presque sans reproche. Alors déjà, j'aime bien ce presque. J'aime beaucoup aussi le fait forcément qu'il ait un tigre, un tigre à dents de sabre et tout, c'est super stylé. Par contre, il meurt un peu comme une merde. Et c'est dommage parce que le perso était intéressant. Le fait qu'il essayait de faire péter des câbles aux gens, un peu à la Fight Club et tout, je trouvais ça vachement bien. Et je trouve que ça aurait mérité d'être plus creusé. Alors comme il a un fils et que son fils a sauvé Ophélie, on peut peut-être espérer que son fils va reprendre l'œuvre de son père et que ça aura de l'avenir. Je sais pas si l'auteur aura le temps de tout exploiter dans le tome 4, parce qu'il faut quand même principalement finir l'histoire avec Dieu et l'autre. L'autre, on l'a encore jamais vu, il serait peut-être temps qu'on commence à s'y mettre, parce que tout le tome, on nous tease sur le fait qu'on va rencontrer l'autre, parce qu'il y a des meurtres horribles, il y a des gens qui sont paralysés par la terreur, etc. Et en fait, à la fin du livre, on apprend quand même que tout ça, c'était le balayeur. En plus, moi, depuis le début du livre, je me disais, le balayeur, ça me fait penser aux méchants dans les chroniques de Dany. Et du coup, je me disais, le balayeur, quand même, c'est pas très cool comme nom de méchant, etc. C'est pas très crédible. Ouais, ils auraient peut-être dû trouver un autre mot et tout. Et puis, quand on s'est rendu compte que c'était le méchant aussi de ce livre, le balayeur, je me suis dit, oh là. C'est terrible, hein. Qu'est-ce que c'est que cette diabolisation des balayeurs à la fin? Autant je trouve ça sympa qu'on nous dise il y en a un autre et tout, pour nous dire oui, c'est un immortel, mais c'est un immortel qu'on a passé sous silence, c'est un immortel un peu honteux, qui reste dans l'ombre, qui a des pouvoirs différents et qui est juste bête, entre guillemets. Au lieu d'avoir un livre, il a juste une plaque gravée sur le front et il a des instructions très simples qui sont juste de protéger l'endroit, les livres, etc. Autant j'aime bien le concept, autant, encore une fois, si on avait une saga en 7 tomes, celle-ci, elle aurait peut-être été pas mal comme un tome 2 ou 3 ou un truc du début, mais
Le tome précédent était beaucoup plus stylé, le fait qu'on ait cette montée de crescendo pour découvrir Dieu et tout, c'était nettement plus classe. Et là, on retombe sur le balayeur, quoi, je veux dire. Il y a quand même une sacrée descente, donc ouais, je vous dis vraiment, pour un truc comme Harry Potter, ça aurait été en 7 tomes, on aurait mis ça au tome 2 ou 3, et du coup, il aurait pas fallu mettre Dieu avant. Dieu, il faudrait vraiment le mettre en avant-dernier tome, et faire un paroxysme dans le dernier. Mais ce truc-là, pour moi, ça fait tellement quête annexe, et le fait que tout le long, on nous ait teasé sur, oui, ça y est, l'autre est là, l'autre arrive, Ophélie qui a des pressentiments sur l'autre et les gens trouvent qu'il est horrible et elle se dit mais à quoi il ressemble vraiment cet autre, etc. Moi tout ce que j'ai vu dans le miroir c'était mon reflet. Enfin on nous fait croire que ça va être lui, en tout cas moi je l'ai vraiment vécu comme ça, et à la fin on me dit ouais non en fait c'était juste le balayeur, j'ai cru que c'était l'autre pendant un moment mais je me suis rapidement rendu compte que c'était pas possible. Ouais, bah écoute, super, mais du coup ça fait vraiment souffler qui monte et puis qui retombe quoi. Donc, alors par contre, le passage que je pense que j'ai peut-être préféré dans tout le livre, c'est le moment où elle est enfermée dans l'isoloir, là, avec les miroirs partout autour d'elle, et où elle s'endort et elle passe à travers les miroirs, où elle se retrouve dans le globe, qui est lui-même dans le globe, avec le miroir qui flotte, là. J'ai trouvé ça ultra stylé. Déjà, le fait d'être entourée de miroirs pour une passe miroir, et de se sentir quand même enfermée parce qu'elle se sentait moralement pas bien, j'ai trouvé ce moment génial. Le fait de s'endormir et de passer à travers les miroirs en dormant, parce que en fin de compte, elle est arrivée dans son sommeil à une espèce d'état où elle était suffisamment innocente pour passer à travers. J'ai trouvé ça super bien trouvé aussi, et la sensation, comme on nous décrit, qu'elle se sentait dans un espèce de liquide et tout, et puis le fait qu'elle passe à travers un miroir, après, encore une fois, on sait pas trop comment ça se fait qu'elle est arrivée là, sûrement grâce à ses souvenirs de Dieu, mais encore une fois, pour l'instant, pour moi, c'est un peu cheaté, parce qu'on sait pas d'où ils lui viennent, ces souvenirs de Dieu. Bon, le fait qu'elle arrive là-dedans et qu'on comprenne que soudainement, c'est ça qu'il y a dans le globe, et que c'était un miroir qui flottait, et qu'ils ont fait tout ça pour le cacher, en fait, c'était tellement, entre guillemets, cohérent avec ce qu'on savait de la philosophie des habitants de Babel, qui sont vraiment tout le temps dans la censure, le fait de cacher les choses, etc. Que là, j'ai eu un espèce de petit orgasme mental à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis arrêtée sur ce chapitre et j'étais me coucher après. Je me suis dit, bon, je suis fatiguée ce soir, je vais finir demain, et comme ça, je vais en profiter pleinement. Et en fait, du coup, non, le lendemain, je lisais, j'étais en mode, ok, ah ouais. Et du coup, j'étais plutôt déçue. Mais ça, pour moi, c'était vraiment le meilleur moment. Après, le moment où elle retrouve Thorne aussi, là, dans le truc avec où il regarde des livres avec un projecteur, et où elle lui saute à moitié dessus en lui disant je t'aime moi aussi, et où lui ça lui fait peur, et où du coup tout s'écroule et tout se casse autour d'eux parce qu'il contrôle plus ses griffes. Oui, j'ai bien aimé aussi ce moment, c'est pas mon moment préféré. Par contre, justement, j'ai pas trop aimé la scène avec le balayeur, le fait que Ambroise arrive et qu'il fait Ophélie, tout va bien alors que, attends, depuis le début il avait toujours appelé Eulalie, bon ok, il venait d'apprendre sa vraie identité, tu sais quand même que la meuf est recherchée, etc. Vous êtes dehors, il y a quelqu'un qui pourrait vous entendre et tout, qu'est-ce qui te prend de crier son vrai nom? T'aurais très bien pu l'appeler Eulalie, et il n'y aurait pas eu cette embrouille, ça aurait été beaucoup plus prudent, etc. J'ai trouvé ça tellement que ça tombait comme un cheveu sur la soupe, que ça m'a un peu agacée. Puis c'est pareil, l'autre, le fils soi-disant du sans peur et presque sans reproche, qui débarque pile à ce moment-là pour tirer une balle dans le balayeur, alors qu'on l'avait jamais vu avant. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je me rappelais même pas que ce mec avait un fils. J'avais aucune idée du fait qu'il pouvait être là à ce moment-là. Donc toute cette scène, je l'ai trouvée tellement tirée par les cheveux, que des trucs sortis de derrière les fagots et tout. Ça a contribué à me blaser, et je me dis oh là là, c'était ça la révélation, putain. Oh non, ça m'a saoulée en fait. Autant je trouvais ça cool l'idée que ouais, le balayeur existe, que ce soit un immortel, tout ça, je vous dis, mais c'est la façon dont ça se règle. Que Ophélie ait voulu faire ce qu'elle avait fait avec Farouk, et jouer son rôle, imiter Dieu et le réconforter, etc. C'était intéressant. Que lui dise enlève ma plaque, en mode tue-moi, et qu'elle elle souffre d'un espèce de dilemme moral en mode oh merde et tout. Ça, je trouvais ça stylé. Mais en fait, le fait que ça a été réglé par un Ambroise qui crie le nom d'Ophélie, plus l'autre qui tire, ça, j'ai trouvé ça vraiment frustrant, et j'ai pas réussi à y croire, quoi. Ça m'a sorti complètement de la scène. Je trouvais que c'était trop facile. Ça évite que Ophélie ait à le tuer. Puis bon, voilà, ce gars sort de derrière les fagots. Donc j'espère qu'il prendra de l'importance par la suite et que ce sera pas juste un Deus Ex Machina sur pattes, ce gamin. Je suis vraiment dépitée par cette fin. Ensuite, bon, le fait qu'on ait appris que Eulalie Dieu, du coup, c'était le vrai nom de Dieu avant qu'il devienne Dieu. C'est sûr que ça explique pourquoi Ophélie a naturellement, entre guillemets, eu envie de prendre ce nom, parce qu'elle avait des souvenirs de Dieu qui
lui revenait et tout, mais encore une fois, j'attends de savoir pourquoi elle a des souvenirs de Dieu qui lui viennent avant de dire ce que j'en pense, parce que pour l'instant, pour moi, ça sort toujours de nulle part. Pour Ophélie aussi, pour l'instant, elle sait pas d'où ça vient, donc j'attends de le savoir, mais j'espère que la justification sera à la hauteur, parce que plus longtemps on nous fait traîner une explication, plus il faut qu'elle soit bonne. Ça, je tiens à le signaler, hein, parce que c'est un truc je suis souvent très frustrée. Voilà, s'il n'y a pas d'explication tout de suite, quand il y en aura une, il faudra qu'elle soit bien. Par contre, la fin avec du côté de Victoire, où elle est partie suivre Archibald parce qu'elle adorait Archibald et que lui il part sur Arcantère. Donc Archibald a trouvé Arcantère. On sait que Dieu avait tué, j'ai essayé de ne pas vous le dire tout à l'heure, Dieu a tué Cunégonde et a pris sa place. Et du coup il est venu sous l'apparence de Cunégonde rendre visite à Bérénilde et à sa fille. Donc sa fille qui était la seule à savoir que c'était pas la vraie Cunégonde. Voilà, donc c'est très malaisant comme moment. Ah oui, il y a Farouk aussi, qui a fait peur à Dieu et qui l'a fait dégager. À ce moment-là, je l'ai bien aimé. À ce moment-là, Victoire aussi l'a bien aimé. Mais de toute façon, Farouk, j'ai des sentiments ambigus pour lui depuis longtemps. Je pense que c'est ce qu'il doit faire à peu près tout le monde, parce que par certains aspects, il est classe. Le fait qu'il se rebelle, entre guillemets, que ce soit le seul qui se rebelle, ça le rend classe. En même temps, il est tellement insensible, tellement déconnecté, tellement mou, etc., qu'on a du mal à vraiment pouvoir l'aimer sans retenue, on va dire. À ce moment, je l'ai trouvé cool. Et puis j'ai bien aimé aussi le fait qu'il parle à Victoire en oubliant que c'est une enfant et qu'il s'adresse à elle comme il s'adresse à n'importe qui. Puis qu'après il fait ah oui, c'est vrai, vous parlez pas, j'avais oublié. Ah, je suis venu trop tôt, c'est dommage, vous pouvez pas encore supporter ma présence. Faut vraiment qu'ils arrêtent de me dire de venir alors que vous êtes pas prête. Enfin, on voit à quel point il est déconnecté. Il parle à une enfant de 2 ans comme si c'était une adulte comme les autres. Et après il se dit oh merde, genre elle est pas prête, comme il se dirait ma pizza elle est pas cuite, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Donc ouais, il met Dieu dehors. On sait pas du coup ce que Dieu va faire après. Et en fait, quand Victoire suit Archibald qui va à Arcantère, là on se rend compte que Dieu a pris la place de Renard. Donc les gens qui aiment Renard peuvent être en PLS en se disant mon Dieu, est-ce que Renard est mort? Bon, on nous a déjà fait plusieurs teasings comme ça précédemment sans que pour autant les persos importants soient morts. CF Archibald dans le tome 2, je pense qu'il y en a eu d'autres. Je pense que Renard sera pas nécessairement mort pour autant, même si il est légitime de le penser. Le fait qu'on n'ait pas vu son corps et tout ça, voilà. Je pense que l'auteur va en profiter pour nous faire peur et après nous dire non, mais en fait, voilà, il l'a assommé, il l'a enfermé dans un tiroir ou je sais pas quoi, mais il est pas forcément mort. Bon, en tout cas, ça pue parce que Dieu, du coup, arrive à Arcantère par le biais d'Archibald, et puis Victoire est coincée hors de son corps parce qu'elle a pris un passage secret, enfin, un passage d'Archibald justement qui voyage d'arche en arche. Et en gros, on peut supposer que le voyage astral, ça marche à une certaine distance, entre guillemets, ou qu'il y a un espèce de cordon. Je pense plutôt que c'est ça, en fait. C'est comme s'il y avait un espèce de cordon qui reliait l'esprit au corps. Et quand tu passes par un passage surnaturel et que le passage se referme, c'est comme si ça avait coupé la corde, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le visualise. La suite me dira si j'ai raison ou non, mais du coup, j'imagine que Victoire va être devenue un légume pour Bérénilde, et ça, c'est pas cool. Et je sais pas à quoi son esprit va servir là où elle est actuellement, mais je pense et j'espère qu'elle va servir à quelque chose. Et je pense et j'espère aussi qu'elle finira par revenir dans son corps, mais ça va sûrement être compliqué. Si Archibald finit par s'en sortir, j'imagine qu'elle pourra le suivre, mais ça va être chaud. Là, on a plus de suspense sur cette histoire-là, même si, encore une fois, ça fait très cliffhanger un peu putaclic, je trouve. Nous laisser là-dessus, en mode oh mon Dieu, Dieu a pris la place de Renard et Victoire est coincée hors de son corps et oh là là, ça fait beaucoup. Moi, cette fin m'a un petit peu déplu, je pense que je peux le dire. Et puis je vous dis, c'est surtout le fait que du coup ok, on sait que Dieu avant s'appelait Eulalie Dieu, mais et qu'il écrivait des contes. Enfin, ça nous apporte pas grand-chose de le savoir. Parce qu'au final, voilà, la révélation du livre de contes, c'était que finalement Dieu était un mortel avant. Donc en gros, ce qui vous permet d'être l'égal de Dieu, c'est que comme Dieu était mortel avant, en fait, vous êtes l'égal de ce qu'il était avant. Lol, c'est vraiment une arnaque. Bon, c'est pas forcément un problème parce que tout repose pas là-dessus, sur cette révélation, je veux dire. Donc en soi, moi je me dis oui, pourquoi pas. Mais le fait que tout le livre on court après des chimères un peu, même si on court après Thorn et Thorn on le retrouve, heureusement, parce que sinon on serait vraiment passé à côté de tout l'enjeu du livre, quoi. Mais sinon, j'ai vraiment un peu la sensation qu'on m'a fait courir après des reflets, des petites lumières, vous savez, comme si pour faire jouer un chat, vous le faites avec le reflet d'un miroir sur un mur ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'être un chat qui a couru après un reflet de lumière sur un mur. Et c'est pas forcément très agréable, donc
Voilà pourquoi j'ai moins aimé ce tome. Après, j'ai passé, je pense, toute cette vidéo à vous dire pourquoi j'ai trouvé que c'était pas ouf, alors qu'un 7 c'est quand même une bonne note, mais c'est pour vous dire pourquoi j'ai pas mis 8 et pourquoi je suis très triste de pas avoir pu mettre 8 parce que j'aurais aimé l'aimer autant que le précédent. Mais globalement, évidemment, je vous dis, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé l'action. J'ai bien aimé les persos, j'ai trouvé que les nouveaux pouvoirs qu'on a vus étaient intéressants, etc. J'ai beaucoup aimé le fait que Ophélie fasse plus de choses et qu'elle prenne plein d'initiatives, etc. Et pour moi, elle est toujours aussi agréable à suivre et je l'aime toujours autant. Mais voilà, j'ai trouvé qu'à côté, il y avait beaucoup de choses qui m'ont déçue. Donc j'espère que le dernier sera vraiment un paroxysme au moins aussi bien que le 2 et peut-être même mieux. Et du coup, je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et à la prochaine. Salut.